C'est le grand matin été de Sud Radio et l'interview politique de Patrick Roget avec Olivier Marleix, député LR d'Eure-et-Loir et président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Olivier Marleix. Bonjour Patrick Roget. Les batailles de l'Assemblée, le premier revers du gouvernement, les débats sur le pass Macron qui assume Uber, les grandes entreprises et les impôts, la reconstruction ou non des LR, autant de questions que nous allons essayer de voir. Commençons par ce qui s'est passé tout de même cette nuit à l'Assemblée nationale. Le projet de loi sanitaire a été combattu par les oppositions, il a été réduit à son minimum, amputé notamment de la possibilité d'instaurer un pass aux frontières. Comment s'est vraiment positionné les LR hier? On a senti qu'il y avait quand même un peu de division, non ? Écoutez, non, on a voté de manière quasi unanime la suppression de cet article 2 sur le rétablissement d'un pass sanitaire. Alors même si ce n'était qu'un pass sanitaire aux frontières extérieures, oui. Là, bon, il y avait, je crois, trop de confusion, trop d'imprécision dans ce texte. De toute façon, les Français en ont marre des passes. Donc, moi, j'invite le gouvernement à ne rétablir ces dispositions que si un jour d'aventure elles étaient totalement, objectivement nécessaires, notamment pour protéger les Outre-mer, puisqu'il y avait une demande de certaines collectivités d'Outre-mer en ce sens, qu'il faut pas négliger, qu'il faut entendre. Mais voilà. En tout cas, le gouvernement a fait l'expérience concrète qu'il n'avait plus de majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui a fait dire à Elisabeth Borne, l'heure est grave. Qu'est-ce que vous lui répondez ? L'heure oblige le gouvernement à écouter les oppositions, ce que pour l'instant ils ont un peu de mal à se résoudre à faire. C'est-à-dire que ils ont vaguement compris quand même qu'ils n'avaient pas, mais quand on rentre dans le détail des sujets, on ne trouve pas encore cette capacité d'écoute. Voilà, il y a toujours une forme d'arrogance de la part du pouvoir. Quand je vois les réponses, par exemple, du ministre de l'économie, on parle du pouvoir d'achat, sur les questions de carburant. C'est pas sérieux. Il faut. Les Français ont voulu que ce gouvernement soit obligé d'écouter les groupes d'opposition. Et le gouvernement et la majorité, vous avez l'impression, n'ont pas envie de vous entendre, n'ont pas envie de tenir compte de ce qui s'est passé aux élections totalement intégré. Vous savez, c'est une situation très inédite. Les Français ont voulu cette espèce de cohabitation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, et un pouvoir législatif qui plus est divisé, fragmenté, etc. Mais voilà, il faut en tenir compte. C'est une situation inédite et compliquée. Il y a des moments plus simples au Parlement, c'est compliqué. Nous, parlementaires, on apprend à fonctionner comme ça. Il faut que le gouvernement fasse cet apprentissage, qu'il intègre, qu'il n'a pas de majorité. Il y avait une ambiance électrique hier. On n'est pas une manifestation, on est à l'Assemblée nationale à, par exemple, déclarer et lancer la présidente de l'Assemblée. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est vrai que ça va être intenable? Je crois que si on veut se donner une chance d'avancer, il faut quand même que les comportements soient un peu sérieux et responsables. L'Assemblée nationale ne doit pas être le cirque. C'est pour ça qu'on n'a pas voté la motion de censure de la NUP 3 jours après la composition du gouvernement. Ça n'avait pas de sens. Une fois encore, cette situation, elle oblige tout le monde à une vraie responsabilité. C'est les Français qui ont voulu qu'il y ait des groupes d'opposition qui soient et que la majorité soit plus que minoritaire. Que la majorité écoute, quoi. Parce que auparavant, on lui a reproché en fait l'arrogance. Une certaine arrogance de la majorité. Oui, je confirme sur l'arrogance, et je dis qu'il y a encore, on ressent des traces de cet ADN profond des amis d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui est dans l'ADN profond de la Macronie? L'arrogance, je crois que c'est vraiment un truc qui est assez ancré. Voilà, il faut qu'ils atterrissent, il faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas de majorité absolue et qu'il faut écouter. Encore un mot autour du pass et de ce texte de projet de loi sanitaire. Vous souhaitiez la réintégration, vous, des soignants suspendus? Pourquoi ? Oui, c'est un des messages, je crois, que tous les groupes ont fait passer. Aujourd'hui, toutes les obligations liées à l'état d'urgence tombent. Il n'y a plus de raison que les seuls à subir une contrainte, ce soit les personnels non vaccinés. Ils ont subi plusieurs mois, de longs mois de privation de salaire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on demandait au gouvernement, c'était au minimum de s'engager. D'ailleurs, il l'a fait en réponse à une intervention d'un député des Républicains, Philippe Gosselin. On leur demandait au gouvernement de, au minimum, s'interroger sur deux choses: un calendrier et peut-être tout de suite le périmètre. Aujourd'hui, on interdit aux pompiers, par exemple, d'exercer. Ça n'est pas sérieux. Un pompier non vacciné, aujourd'hui, on a besoin de lui sur le terrain. Donc voilà, il y a urgence. Le ministre de la Santé s'est engagé à réunir dès la semaine prochaine un petit conseil d'autorité scientifique et les syndicats pour évoquer cette question de la réintégration. Oui, Olivier Marleix, venons-en à Uber Files, cette histoire qui date de
l'époque où Emmanuel Macron était ministre de l'économie. À l'époque, il y a eu aussi Alstom. Je rappelle que vous avez beaucoup enquêté sur le sujet, que vous connaissez bien ces dossiers. Pour rester à Huberfals, tout de même, un instant, Macron assume totalement, je ne sais pas si vous l'avez sans doute entendu hier, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, a-t-il dit, et si c'était à refaire, il le referait. Comment vous avez pris d'ailleurs cette réaction ? Écoutez, je pense que ce qui était ça passait beaucoup mieux dans la bouche de Jacques Chirac, d'autant mieux que c'était un propos tenu en privé. Tout le monde n'a pas la même élégance. Sur le fond, deux choses. Personne ne peut reprocher à un ministre de l'économie d'avoir des contacts avec des chefs d'entreprise. Ah oui, jusque-là, l'emploi, quoi, de faire bouger les choses. Jusque-là, tout va bien. Oui, encore que, on peut remarquer quand même chez Emmanuel Macron, il y avait une sorte de préférence systématique pour les investisseurs étrangers. Je crois qu'à l'heure qu'il est, il continue de recevoir d'ailleurs beaucoup plus d'investisseurs étrangers que des chefs d'entreprise français. Il est fasciné par l'étranger plus que par la France, quoi. Ce qui se produit en France. Oui, beaucoup plus d'investisseurs étrangers, en tout cas à l'époque à Bercy, que d'investisseurs, que de chefs d'entreprise français. En même temps, ils peuvent venir créer de l'emploi. Oui, mais non. Donc sur ce sujet-là, rencontrer des chefs d'entreprise, c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est déjà un peu plus la frénésie de contact qu'a eu Macron. Vous vous souvenez des éléments signalés par monsieur député Dauzière, qui expliquait qu'il faisait 2 dîners par soir quand il était à Bercy. Une frénésie de contact comme ça, alors qu'il était déjà en campagne, qu'il se préparait à être en campagne. Le vrai sujet, effectivement, qui interroge, c'est pourquoi tous ces contacts. Est-ce qu'il y a une contrepartie? Quand on apprend que le patron de Beurre a été... Enfin, en tout cas, le lobbyiste, quoi, vous voulez dire, quoi, le lobbyiste d'Uber qui a financé la campagne à titre personnel. Un des financeurs à titre personnel. C'est ce qu'il dit. Oui, mais ce qui pose problème, c'est quand même que beaucoup de gens, à titre personnel, qui ont eu des contacts avec Emmanuel Macron, se sont retrouvés financeurs de sa campagne. Moi, j'ai fait un signalement là-dessus, parce qu'effectivement, au terme de la commission d'enquête que j'ai présidée sur les décisions prises par l'État, prises par Emmanuel Macron au moment de la vente d'Alstom, d'Alcatel, de Technip et de quelques autres, j'avais trouvé des correspondances un peu surprenantes entre les gens qui avaient un intérêt à ces décisions prises par Emmanuel Macron et le financement de sa campagne. Donc je pense qu'il est plus que temps que le parquet national financier que j'ai saisi de l'affaire des conditions de la vente d'Alstom aille voir la liste des donateurs de la campagne d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il est temps que le parquet national financier fasse les investigations nécessaires. Aujourd'hui, un certain nombre d'interrogations quand même posent vraiment problème. Et alors comment ça peut se faire? Il y a le parquet national financier, vous le dites en fait à l'instant. Il doit y avoir aussi une commission d'enquête autour de ce qui s'est passé pour Uber, parce qu'on a vu que techniquement c'était compliqué visiblement à mettre en place, quoi. C'est jouable ou pas? Parce qu'on est en session extraordinaire et qu'en session extraordinaire il ne peut pas y avoir de commission d'enquête, donc ça pourra se faire au mois d'octobre. Mais vous savez, il ne peut pas y avoir de commission d'enquête là où la justice travaille. Donc moi j'ai saisi la justice en 2019. Donc soit la justice mène son enquête, fait son travail, soit ne le fait pas, et dans ce cas-là, ça pourrait être le travail d'une commission d'enquête, effectivement. Oui, qui pourrait donc avoir lieu à l'automne, quoi, à partir de la session du début octobre. Oui, voilà. Parce que jusqu'à présent, du côté de la Macronie, on dit c'est de l'écume, en fait, tout ça. Ces révélations sont de l'écume. D'autres disent c'est un scandale. Vous dites quoi? Je pense qu'on ne parle pas de la même chose quand la relation du ministre de l'économie, une fois encore avec des chefs d'entreprise, ne peut pas être un scandale. C'est quelque chose de naturel. Si en revanche derrière ces contacts étaient l'occasion d'un système de collecte de fonds, je vous rappelle, pardon, je parle de mémoire, mais que Emmanuel Macron a réussi à lever en l'espace d'un peu moins d'un an ou d'une année 16 millions d'euros pour financer sa campagne. C'est quand même quelque chose de colossal. Vous ne trouvez pas 16 millions d'euros sur le pas d'un cheval. Voilà, donc ça interroge sur donc il y a eu quoi? Collusion, sur ce qu'était la finalité. Ce que vous dites, quoi. J'ai fait à titre personnel, une fois encore, je l'assume parfaitement, un signalement à partir d'éléments très précis, très factuels, que j'ai transmis au procureur de la République il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi, et sur lequel, évidemment, le PNF ne semble pas en faire une priorité. Oui, venons-en aussi au pouvoir d'achat et questions économiques. Le temps file. On apprend dans une enquête de l'Obs qu'il y a une passoire fiscale pour les grandes entreprises. Leurs profits ont augmenté l'an passé, mais elles ont payé globalement moins d'impôts. Est-ce que vous seriez favorable, vous, à la taxe de super profit réalisée par certaines grandes entreprises?
C'est assez difficile. Le problème d'une taxe sur les super profits, c'est que c'est assez difficile de la cibler. En revanche, il y a des quelques secteurs où on sait qu'il se passe des choses assez anormales. Je pense aux super profits, par exemple, réalisés par les énergéticiens en ce moment, par des gens comme Total, Engie, qui d'ailleurs sont zéro impôt. Voilà, là, il y a sans doute un petit sujet particulier. Après, il y a simplement aussi le fait que Bercy doit faire son travail. L'affaire McKinsey a révélé une pratique, par exemple, tout à fait scandaleuse, l'abus d'une pratique qui est ce qu'on appelle les prix de transfert. C'est-à-dire qu'une entreprise française, filiale d'une entreprise étrangère, s'arrange pour payer, donc faire remonter, avant de payer ses impôts et avant d'avoir un résultat, à faire remonter des droits d'usage d'une marque, les droits d'usage d'une licence interne au groupe, et comme par hasard, tout ça efface ces paiements en interne qui permettent de faire remonter de l'argent dans des états fiscalement avantageux, évite permet à l'entreprise d'échapper à la fiscalité en France. Tout ça est scandaleux, mais tout ça de se vérifier. Là encore, c'est le travail de Bercy. En général, ces prix de transfert, d'ailleurs, sont validés par Bercy. Moi, je suis très surpris quand le ministre de l'économie nous dit qu'ils n'ont jamais eu à connaître des prix de transfert de McKinsey. J'ai un gros doute là-dessus. Parce que c'est pas la pratique. Habituellement, ces entreprises font valider leurs prix de transfert. Oui, Olivier Marleix, quel président de groupe vous allez être là? Est-ce que la majorité a besoin de vous? Vous allez être un petit peu une forme de force pivot ou pas? Notamment, par exemple, sur les retraites, et puis sur d'autres sujets. Déjà, nous sommes un groupe d'opposition, c'est très clair. Je crois qu'on l'a montré hier. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Nous avons été élus, les députés les Républicains, les 62 députés du groupe ont été élus parce qu'ils sont en tant qu'opposants au président de la République. En général, on avait des candidats en marche contre nous. Donc, si nos électeurs avaient voulu faire un autre choix, ils auraient pu le faire. C'est pas le cas. Voilà. En revanche, nous sommes tous devant une situation inédite. Il n'y a pas de majorité. Donc, il faut bien essayer de faire avancer les problèmes pour les Français. Je pense que il y a eu beaucoup de colère. Vous n'allez pas être dans une opposition systématique, quoi. Non, mais je pense que personne, d'ailleurs. J'ai entendu Madame Le Pen, j'ai entendu les gens du côté de la France insoumise, on est plutôt quand même dans de l'opposition systématique. Personne n'a envie d'être dans une opposition systématique. J'ai entendu beaucoup de colère de la part des électeurs pendant cette campagne législative, mais personne n'a sans doute voté pour un député en lui disant surtout n'améliorez pas les choses pour nous. Voilà, les gens attendent des choses de leurs députés, c'est aussi une responsabilité pour nous. Après, pas à n'importe quel prix. Je pense qu'hier soir, effectivement, le gouvernement a compris qu'il fallait qu'il soit beaucoup plus attentif aux demandes des groupes d'opposition. Oui. Sur les aides, d'un mot aussi sur le pouvoir d'achat et sur les aides ciblées, vous vous situez où? Sur le pouvoir d'achat, on demande au gouvernement d'arrêter avec cette logique folle qui consiste à taxer toujours plus. Vous avez vu que les rentrées fiscales liées à la TVA l'année dernière, c'est 35 milliards d'euros supplémentaires. C'est-à-dire que quand M. Le Maire parle des profiteurs de l'inflation, le premier des profiteurs de l'inflation aujourd'hui, c'est l'État. C'est Bercy, 35 milliards de TVA supplémentaires. Contre, parce que sinon, j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, vous vouliez ouvrir les vannes. Et Bruno Le Maire dit attention aux dépenses. Ce que fait le gouvernement, c'est taxer toujours plus et faire des chèques à quelques-uns qui, en général, excluent les classes moyennes. Enfin, dès que les gens travaillent, en réalité, très souvent, ils sont exclus. Et donc, le monde d'un chèque. Nous, ce qu'on veut, c'est une baisse qui profite à tous ceux qui travaillent, notamment. Voilà, sinon, ça n'a pas tout ça n'a pas de sens. Les chiffres que donne monsieur, nous, on a une mesure prioritaire qui est la question du prix du carburant, parce que la taxation du carburant, c'est l'impôt le plus injuste. C'est l'impôt sur la France qui se lève tôt pour aller travailler et qui ne s'en sort pas. Et là, vous voulez quoi très précisément? Très précisément, on veut que le gouvernement prenne une mesure qui permette de ramener le prix du carburant le plus proche possible d'1,50 €. Sinon, suppression de taxes, quoi, en fait. Des suppressions de taxes, mais bien sûr, sur un litre de carburant, il y a entre 55 et 60% d'impôts. Voilà. Donc, et ça risque d'augmenter encore avec la parité. D'arrêter de se goinfrer, oui, malheureusement, d'arrêter de se goinfrer sur le dos des Français, et en particulier des Français qui travaillent. Là, vous savez, il y a plusieurs couches d'impôts. Il y a ce qu'on appelle la taxe, la TICPE, puis après il y a la TVA, puis une deuxième TVA. Rien que les TVA, elles ont augmenté avec l'augmentation du prix du Brent. Là, sur les carburants, on est passé de 3,7 milliards à 6,7 milliards. Donc l'État engrange 3 milliards de plus. Oui, dernière question très brièvement, Olivier Marleix. Qu'est-ce que vous attendez demain d'Emmanuel Macron lors de son interview du 14 juillet, en un mot?
Écoutez, qui fasse preuve d'un peu d'humilité et qui montre qu'il a entendu le message des Français. Les Français l'ont certes réélu, faut pas le contester, n'ont pas été séduits par les offres alternatives. C'était aussi sans doute l'effet de la guerre en Ukraine. Mais en revanche, ce qu'ils ont fait après aussitôt, c'est le priver de majorité absolue pour l'obliger à écouter davantage, arrêter de jouer les petits chefs, si je puis dire. Il faut qu'il montre qu'il a reçu ce message et qu'il l'a compris, ce qui pour l'instant n'est pas visiblement totalement le cas. De l'humilité et fin de l'arrogance, quoi. C'est votre message. Olivier Marleix, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, député LR d'Eure-et-Loir, était l'invité ce matin de Sud Radio. Merci beaucoup.